pendant que j'ai fait ma carrière, moi, en astrophysique, la constitution de l'univers a été complètement révolutionnée, ça a complètement changé. Quand je regardais les livres avant de commencer mon bac en physique, ce qu'on nous disait, c'est que l'univers était constitué de matière ordinaire qu'on pouvait voir, qui émettait de la lumière, mais qu'il y avait aussi de la matière qui émettait pas de la lumière visible, mais que c'était de la matière qui est quand même de la matière ordinaire. Quand je faisais mon baccalauréat dans les années 80, on a commencé à entendre parler de quelque chose qui s'appelait la matière sombre. Alors, la matière sombre, comment on l'a découvert? C'est en regardant la rotation des galaxies. Comme vous savez, si on mesure la vitesse en fonction du rayon, les lois de Newton vont nous permettre de prédire très facilement de quoi devrait avoir l'air la vitesse en fonction du rayon. Et avec la masse qui était dans la lumière que l'on voyait, on s'attendait à une courbe de cette nature-là. Mais quand on a mesuré la vitesse des étoiles en fonction de la distance, on a mesuré quelque chose qui était différent complètement. Et ça indiquait qu'il y avait beaucoup plus de masse à l'intérieur de la galaxie que ce qu'on était capable de déterminer avec... ça ne concordait pas du tout. Donc, on a été obligé d'inventer d'autres choses qu'on a appelées la matière sombre parce qu'on n'avait aucune idée c'est quoi. Et cette matière sombre, il y en avait tellement que c'était maintenant le 3/4 de ce qu'on connaissait. Et la matière ordinaire, ça devenait... donc, ici, c'était la matière visible et la matière plus... qui est non lumineuse, et la matière sombre. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas c'est quoi la matière sombre. C'est une particule qu'on n'a pas encore réussi à détecter, et c'est quelque chose que les physiciens des particules s'intéressent particulièrement à ça. Mais ensuite, on est allé à plus grande échelle et on a mesuré les galaxies. Donc, vous savez, Hubble a déterminé que l'univers est en expansion. Donc, les galaxies, plus elles sont loin, plus elles vont vite. Donc, quand on mesure la distance en fonction de la vitesse, on obtient une courbe comme ça. Et les 3 courbes ici, ce sont donc les 2 courbes en noir, en noir et en mauve, ce sont ce qui représente ces 2 premiers graphiques-là. Mais ça ne fonctionnait pas. Alors, on est obligé d'avoir une autre courbe qui inclut quelque chose qui est ce qu'on appelle l'énergie sombre. Et l'énergie sombre, qu'est-ce que c'est? C'est une force, ou ce qu'on appelle l'énergie du vide, qui n'est pas attractive, mais qui est plutôt répulsive. Et ça fait que l'univers est en expansion, oui, mais encore plus vite qu'on croyait. Et non seulement il est en expansion, mais l'expansion est en accélération. Donc, ça a complètement changé. L'énergie sombre, maintenant, c'est une très grande fraction de ce qui constitue l'univers. On ne sait pas c'est quoi. Il y a toujours cette matière sombre qu'on ne sait toujours pas c'est quoi. Et il nous reste une petite partie ici. Donc, le portrait de l'univers a complètement changé en une trentaine d'années. Le deuxième sujet, c'était... Considérant les problèmes que l'on a sur Terre, que penser de la recherche spatiale? Donc, la recherche spatiale, c'est tout ce qu'on fait en envoyant des satellites dans l'espace. Donc, je vais commencer par le budget. Donc, ici, une annonce que la NASA va dépenser ou a reçu 19,6 milliards de dollars en 2017. Mon Dieu, c'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment beaucoup? C'est en fait 0,5 % du budget américain total. Au Canada, c'est plutôt 0,3 % du budget. Donc, c'est vraiment minime. Pour ça, qu'est-ce que l'on a? Bien, on a beaucoup de retombées. Il y a beaucoup de retombées. Donc, quand on va développer la recherche spatiale, on va devoir faire des recherches, des découvertes qui ont des retombées sur Terre économiques. Donc, par exemple, le velcro, c'est une invention qui a été faite pour tenir les affaires en l'air dans l'espace. Les panneaux solaires, ça vient de la recherche spatiale. Le mylar, les couvertures de survie qui réfléchissent 80 % de la radiation qui vient de notre corps pour nous garder au chaud, les outils sans fil, etc. Une autre raison d'explorer, de faire de la science spatiale, c'est qu'on peut observer dans d'autres domaines de longueur d'onde. Donc, on peut faire des observations dans des domaines qu'on ne peut pas voir sur la Terre. Aussi, on peut collecter des données sur la Terre, sur la planète, parce qu'on sait qu'en fait, notre planète est très... Vous êtes sensible à ça, elle est très fragile. On voit notre atmosphère ici, dans cette merveilleuse photo de l'atmosphère terrestre. Et donc, on peut collecter des données sur les courants marins, sur la couverture végétale, etc., et étudier et peut-être nous aider à faire mieux. Puis il y a aussi le goût de l'exploration. L'être humain, on le sait, est né en Afrique, est sorti explorer son village, ensuite autour, et finalement toute la planète au complet. Et là, c'est notre sens de l'exploration qui nous fait aller toujours à l'extérieur. On a aussi l'éveil à une carrière scientifique pour les jeunes. Même si les gens ne font pas de l'astrophysique, ça peut les intéresser à la science. Et finalement, pourrait-on vraiment s'installer sur Mars?
C'est quoi les dangers d'aller sur Mars? Bien, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, elle est très ténue. Et en plus, elle est constituée de CO2. Alors ça, c'est pas très utile pour respirer. Ensuite, il y a la gravité, qui est 38 de la gravité sur Terre. Donc, c'est très peu. Et on sait qu'en apesanteur, nos muscles et nos os vont se détruire, pas se détruire, mais s'endommager. Il y a aussi la température. Il fait moins 70 en moyenne sur la planète. Et donc, c'est très froid. Il va falloir faire quelque chose contre ça. Et la dernière chose, c'était les radiations. Notre Terre a un champ magnétique qui nous protège des radiations dommageables qui viennent de l'espace. Et on n'aurait pas ça sur la planète Mars. Donc, il faut adresser toutes ces choses-là, en plus du fait que c'est difficile de se rendre. Il y a seulement un tiers des 44 sondes qui se sont rendues qui ont réussi. Et donc, c'est pas beaucoup. Et en plus, ça prend 8 mois pour y aller. Et donc, il faut toffer 8 mois dans une navette spatiale à rien faire. Pas à rien faire, mais en tout cas à s'ennuyer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, j'ai été surprise de trouver qu'est-ce qui est en train de se faire présentement. Premièrement, il faut les lancer, ces fusées-là. Présentement, la NASA n'a pas vraiment de lanceurs. Les dernières fusées Saturne ont été lancées et le programme a été arrêté. Ça, c'est le privé qui s'en mêle. Vous savez que Elon Musk, qui possède Tesla, et SpaceX développe des fusées présentement. Vous avez peut-être vu cet atterrissage double de 2 fusées qui ont atterri en même temps. Donc, le privé s'en mêle. C'est fulgurant, les progrès que Elon Musk fait. Cette fusée est maintenant approuvée par la NASA. Les Américains ont un prototype qu'ils vont envoyer sur leur prochain rover sur Mars qui va servir à faire de l'air, c'est-à-dire on va prendre, ça s'appelle MOXIE, ça a été développé par Michael Hecht du MIT, et c'est un bidule qui était petit, là, mais qui va servir à prendre du CO2 de l'atmosphère de Mars et le transformer en oxygène. Donc, c'est quelque chose qui existe et qui va être lancé dans le prochain rover. Bien, ça va prendre de l'eau, OK? Mais où est-ce qu'on va la prendre, notre eau? Bien, heureusement, maintenant, on sait qu'il y a de la glace d'eau sous la surface de la Terre. Bien, qu'il y a même des lacs d'eau sous la surface de la Terre. Il y a une sonde qui a été envoyée par les Européens récemment qui a découvert un lac d'eau sous la surface qui s'appelle Mars Express. Donc, on sait au moins qu'il y en a en dessous de la glace, mais il va falloir quand même développer quelque chose pour l'extraire puis s'en servir pour notre survie. Il y a la nourriture aussi. Il va falloir manger. Au début, ça va être la nourriture sèche qu'on va apporter. Un peu d'hydroponique, 20 %. Il y a des bactéries et des algues qui ont réussi à survivre à l'extérieur de la station spatiale seulement par protéger des radiations. Et ils ont survécu pendant un long moment. Et les cyanobactéries pourraient faire du carburant, mais aussi de la nourriture éventuellement. Et on a besoin des vêtements. Ça, c'est le dernier spacesuit de la NASA. Bien, ça prend aussi un spacesuit qui va nous tenir ensemble parce que la pression atmosphérique est plus faible. Donc, on pense à toutes ces choses-là et nous protéger des radiations, etc. Et finalement, je termine avec ça. Il va falloir vivre à quelque part. On pourrait vivre dans des tubes de lave, c'est possible, ou en dessous de la Terre. Mais il y a eu un concours en 2015 pour essayer de quelle la maison dans laquelle on vivrait sur Mars. C'est essentiellement un gros igloo. On prend la glace sous la Terre, on en fait de l'eau, on prend un imprimante 3D, on imprime des briques et on se fait un igloo. Il y a 2 couches ici, autour. Ça nous protège des radiations, mais aussi ça laisse passer la lumière. Et donc, il y a beaucoup de travail qui se fait et je pense qu'éventuellement, on va y aller s'installer sur Mars. Et il y a beaucoup de gens créatifs qui s'occupent à travailler dans ce but. Merci.